Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Et à la une ce soir, dernière ligne droite pour le projet de loi sur l'indépendance de l'audiovisuel. En discussion au Sénat, il prévoit de confier au CSA la nomination des patrons de l'audiovisuel public et le pouvoir de faire passer une chaîne du payant au gratuit. Alors le CSA est-il le grand gagnant de cette loi? Débat à suivre dans ce journal. Inquiétude des collectivités locales victimes des emprunts toxiques. Elles critiquent le dispositif de sortie prévu par le gouvernement. Des collectivités locales qui ont de plus en plus de mal à garder la main sur le foncier disponible. On en parle avec notre invité ce soir et auteur d'un rapport sur la question, le sénateur UMP Philippe Dallier. Le gouvernement est-il trop optimiste en matière de prévision? Dans son rapport adressé aujourd'hui à la Commission européenne, Paris prévoit une croissance du PIB de 1,7% en 2015, puis de 2% par an en 2016 et en 2017. Mais pour commencer cette édition, cette déclaration de Jean-Marc Ayrault, le chef du gouvernement considère que l'intégration des Roms est possible quand on respecte les lois de la République. Une façon de désavouer son ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, pour qui les solutions d'intégration ne peuvent concerner que quelques familles. On écoute le Premier ministre, c'était cet après-midi à l'Assemblée nationale. Notre approche est une approche d'accompagnement des familles, des enfants, dont beaucoup dans une très grande précarité, de faire en sorte que les conditions d'hygiène, de sécurité, d'éducation soient respectées. Et en collaboration avec les maires, dont beaucoup font un travail extraordinaire que je tiens à saluer ici. Des solutions sont trouvées, à condition bien sûr que les personnes concernées respectent les lois de la République. L'intégration est possible quand on respecte les lois de la République. Mais signe que cette question divise toujours la majorité, François Rebsamen, le président du groupe socialiste au Sénat, a réaffirmé son soutien à la politique menée par Manuel Valls. Dans l'émission Preuve par 3, on l'écoute. Manuel Valls, il n'est pas chargé de l'insertion des populations immigrées. Il est chargé de faire appliquer la loi républicaine quand il y a égalité de campements roms. Tous les matins, il y a des maires qui l'appellent pour lui demander de démanteler des campements roms. Donc il le fait dans la mesure des possibilités quand on en a une décision de justice et qu'il applique la décision de justice. Donc quand il le fait dans le cadre de la loi républicaine avec fermeté et humanité, moi je soutiens totalement Manuel Valls. Mais je dis que quand des familles roms souhaitent s'insérer dans notre pays, on doit les aider à l'insertion. Preuve par 3 que vous pourrez suivre ce soir à partir de 22h45 sur Public Sénat. La session ordinaire du Parlement s'est donc ouverte ce matin. Au programme des sénateurs, le projet de loi sur l'indépendance de l'audiovisuel. Ce texte a déjà été adopté par les députés. Le rôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel sera considérablement renforcé. Les explications de Flora Sauvage. Un CSA renforcé, le projet de loi sur l'indépendance de l'audiovisuel public place le Conseil supérieur de l'audiovisuel au cœur du dispositif. Première nouveauté, les présidents de France Télévisions, Radio France et France Média Monde seront nommés pour 5 ans par le CSA et non plus par le président de la République. Autre changement, ce sera au CSA de décider du passage d'une chaîne payante à la TNT gratuite sans appel d'offres. La ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, l'a rappelé devant les sénateurs. Les députés ont souhaité accroître la responsabilité du CSA en renforçant le rôle de l'instance dans l'organisation du marché de la TNT. Et en effet, le texte issu de l'Assemblée nationale permet au CSA d'autoriser donc le changement du mode de financement des services de communication audiovisuelle hertziens. Enfin, le projet de loi prévoit de réduire de 9 à 7 les membres du CSA et de modifier leur mode de nomination. Le président de la République ne nommera plus que le président de l'instance et les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat désigneront chacun 3 membres après avis conforme d'une majorité des 3/5 des commissions des affaires culturelles. On avait proposé à l'époque, l'UMP avait dit non à tout prix, que ce soit les 3/5 positifs des commissions de l'Assemblée et du Sénat qui donnent un avis sur la nomination des membres du CSA et donc qui assurent cette indépendance. Au final, ce projet de loi détricote point par point les mesures adoptées par le gouvernement précédent. Si le texte est voté en l'état d'ici à demain soir, le CSA devrait en ressortir comme l'acteur clé de l'audiovisuel public. Et on parlera du rôle du CSA dans le débat du 24 heures Sénat à la fin de ce journal. En commission, les sénateurs ont auditionné le ministre de l'écologie, Philippe Martin. Il a annoncé que le gouvernement va adapter le tarif social du gaz pour compenser la taxe carbone. On l'écoute. Nous travaillons à un ajustement des tarifs sociaux du gaz
pour que les ménages modestes n'aient pas à souffrir de la moindre augmentation du fait de la contribution climat-énergie. Comme tous les mardis, nous accueillons Mickaël Zamès pour la météo des groupes politiques. Bonsoir Mickaël. Bonsoir Delphine. Alors on commence avec le groupe socialiste, temps plutôt nuageux, l'expression d'un certain ras-le-bol. Ouais, c'est un vrai coup de gueule, tout simplement, d'un élu qui fait remonter ce qu'il entend sur le terrain, un agacement des couacs en tout genre et de ces clubs de parlementaires qui se réunissent un petit peu partout dans Paris, tout simplement pour exister. Notamment, il dit qu'il y a un sentiment de gâchis très perceptible, voire de colère de certains élus. Il faut dire que la une du Parisien du jour, mais où est le patron, n'a rien arrangé. Alors vous connaissez l'expression, c'est la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase. Écoutez le coup de colère donc du vice-président du Sénat, Didier Guillaume. Ce qui fait beaucoup, c'est le commentaire des commentaires du commentaire. Et ça, moi j'en ai vraiment ras-le-bol. Comme beaucoup de gens, vous savez, la semaine dernière, c'était les journées parlementaires, donc nous étions en fin de semaine dans nos départements. Alors moi j'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai vu beaucoup de citoyens, d'élus, et tout le monde me dit la même chose. Arrêtez là-haut, ce qu'ils mettent là-haut. Là-haut, c'est à Paris, arrêtez là-haut. La situation est dure, les mesures qui sont prises vont dans le bon sens, mais n'en rajoutez pas. Et ils mettent tout le monde dans le même sac. Et moi, j'appelle tous mes amis, mes camarades, les parlementaires, les ministres, en disant « n'en rajoutons pas ». Maintenant, on se serre les coudes derrière le président de la République et le Premier ministre. Et du côté du groupe UMP, eh bien, le temps était plutôt à l'éclaircie après des semaines d'orage. Oui, l'UMP tente de se refaire une petite santé. Dans ces cas-là, il n'y a pas meilleure défense que l'attaque. La droite a trouvé son angle donc d'attaque pour les élections municipales. Un sujet grand public qui mêle la famille, l'école, les enfants. Bref, il s'agit des rythmes scolaires. Alors à l'Assemblée nationale, la stratégie est claire. Jean-François Copé s'occupe du ministre de l'Éducation. Et puis au Sénat, Jean-Claude Gaudin, lui, s'en prend au texte. Il demande la création d'une mission d'information. Écoutez, c'est le maire de la deuxième ville de France qui vous parle. Elle a pour but, non, de ne pas faire reculer le gouvernement, mais simplement de mettre le gouvernement devant ses responsabilités, puis que le ministre soit un peu plus souple, puis que le ministre de temps à autre nous parle aussi. Voilà, nous sommes quand même dans une république où ceux qui portent des écharpes tricolores sont à égalité avec un ministre. Alors voilà, pour l'instant, on a mené notre petite enquête. La demande n'a pas été formellement déposée, mais ce pourrait être le cas dans les tout prochains jours, à moins, Delphine, que ce ne soit qu'une menace. Et oui, Mickaël, et pendant ce temps-là, au groupe écologiste, on recevait Cécile Duflot. Oui, et à la vue de notre caméra, on va dire qu'ils ont fui les micros, alors que d'habitude, ils sont plutôt enclins à nous parler. Ben là, c'est bizarre, il y avait eu zéro commentaire. Alors, sur la main, sur le cœur, off, comme on dit, ils nous le jurent. Non, 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 il n'a jamais été question de cette passe d'armes très amicale, on va dire, entre Cécile Duflot et Manuel Valls, à propos des Roms, bien sûr. Non, 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 nous ont-ils dit du fond, rien que du fond. Histoire peut-être aussi de montrer quelques signes d'apaisement envers le gouvernement. Merci beaucoup, Mickaël, et on vous retrouve mardi prochain. Et puis on l'a appris ce soir, l'audition de Serge Dassault devant les juges prévue initialement demain a été reportée selon son entourage. L'industriel et sénateur UMP de l'Essonne devait être entendu par 3 juges d'instruction du TGI d'Evry comme témoin assisté dans une affaire d'homicide. Les collectivités victimes d'emprunts toxiques vont bénéficier de 100 millions d'euros d'aide par an sur 15 ans. C'est ce que prévoit le projet de loi de finances pour 2014. Mais les communes concernées s'inquiètent des conditions d'accès à ce fonds. Camilla Campusano. Soulagement pour les caisses des collectivités territoriales après plus de 50 combats. Elles sont au bord du gouffre financier avec des emprunts imprévisibles et ingérables. C'est une mesure proposée par le gouvernement, par l'État, qui en soi est positive. Là où nous avons un certain nombre de désaccords, c'est sur les modalités de gestion du fonds. Une aide qui ne pourra a priori pas dépasser les 50%, insuffisant pour certaines localités en situation critique. Concrètement, le Conseil général de l'Ain a souscrit à un emprunt en 2006. Il lui reste 14 millions à payer, mais avec les indemnités de sortie du prêt, l'addition grimpe à plus de 32 millions d'euros. Le fonds qui pourrait au mieux prendre en charge la moitié de cette pénalité, c'est-à-dire 16 millions sur 32. C'est encore une somme considérable à assumer. Pour vous donner l'équivalent, c'est une hausse d'impôt de l'ordre de 16% aujourd'hui. Donc ça n'est pas acceptable.
Derrière les emprunts toxiques, ce sont les pratiques des banques, dont Dexia, qui sont remises en question. C'est ce que dénonce Stéphane Troussel. Les dirigeants historiques de la banque Dexia, ils continuent de bénéficier d'un certain nombre d'avantages, retraite, chapeau et autres, totalement inimaginables, d'un niveau intolérable. Leur responsabilité doit être recherchée et leurs avantages indus abandonnés. Sanctionner les responsables, c'est aussi sanctionner l'État, parce que l'État est actionnaire majoritaire de certaines banques créancières. Quels sont les outils fonciers à disposition des élus locaux? C'est la question posée par des sénateurs de la Commission des finances et de la Commission des lois. Un rapport a été présenté ce matin. Il faut dire que les marges de manœuvre sont faibles pour les élus et qu'à l'approche des municipales, cette question du foncier reste cruciale. Cécile Sixou. Les taxes foncières sont l'une des seules ressources directes des collectivités, mais souvent, les outils pour les prélever ne sont pas adaptés. C'est le constat fait par les sénateurs de la Commission des finances qui critiquent notamment un impôt trop instable. Exemple, lors des ventes immobilières, les taxes prélevées sont redistribuées entre État et collectivités dans des proportions variables. Un système trop inconstant, du coup impossible pour les mairies de s'y fier et d'élaborer des budgets stables. Les sénateurs proposent donc qu'avant de faire des modifications fiscales, l'État se concerte avec les collectivités, mais aussi attende au minimum 5 ans. Outre le manque de stabilité de ces taxes, les sénateurs leur reprochent leur complexité. Ils devraient proposer dans un rapport la semaine prochaine toute une série de mesures pour les simplifier. Et nous accueillons sur ces plateaux un des auteurs de ce rapport, le sénateur UMP de la Seine-Saint-Denis, Philippe Dallier. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors qu'est-ce qui a motivé les auteurs de ce rapport sur les outils fonciers à disposition des élus locaux ? Mais écoutez, ce pays vit, en tous les cas dans certaines zones, essentiellement les zones urbaines, une crise du logement qui est une crise que nos concitoyens ressentent durement. Et on attend des élus locaux, notamment des maires, effectivement, qu'ils construisent. Mais pour construire, il faut d'abord des terrains, il faut ensuite des ressources financières. Voilà pourquoi, Commission des lois et Commission des finances, nous avons souhaité travailler à la fois sur la fiscalité, liés à ces terrains ou à ces logements, et également sur les outils dont disposent les collectivités locales. Ça veut dire les documents d'urbanisme, les plans d'occupation des sols, les PLU, le droit de préemption que les maires utilisent, les outils comme l'établissement public foncier, qui permet aux collectivités locales d'acheter les terrains et de les porter sur le long terme, les SAFER dans le monde rural. Donc on a balayé très large pour faire un tour d'horizon, relever les critiques formulées par les acteurs du logement et essayer de faire des propositions. Alors justement, ces critiques formulées par les acteurs du logement, quelles sont-elles? Alors en matière de fiscalité, ce que tout le monde nous dit, c'est l'instabilité fiscale qui règne sur le secteur, mais j'allais dire que c'est une caractéristique assez française. Si on prend les plus-values immobilières, on a changé le système au moins 3 fois dans les 10 dernières années, et on s'apprête encore à le rechanger dans la prochaine loi de finances, ce qui fait qu'effectivement, les gens ne savent plus trop à quel sein se vouer, et au lieu, j'allais dire, de déclencher des réflexes de mise sur le marché de terrain à bâtir, par exemple, eh bien, on a parfois le sentiment que ça gèle plutôt les prises de décision. Et puis, quand, par exemple, sur les plus-values immobilières, on passe de 15 ans à 22 ans, de 22 ans à 30 ans, on s'apprête à revenir à 22 ans avec un régime très complexe, tout cela fait qu'au bout du compte, les Français ne savent pas, effectivement, ne savent pas prendre les bonnes décisions dans des périodes de moyen terme, et ça freine, effectivement, la mise sur le terrain d'un certain nombre de terrains qui pourraient être, effectivement, rendus constructibles. Ce qui m'a frappé également en lisant les propositions de votre rapport, c'est qu'il y a en fait un problème de connaissance et d'évaluation du foncier. Est-ce que ça veut dire que les informations circulent mal entre les élus locaux et l'État? Écoutez, pas seulement d'ailleurs, parce que les notaires sont, j'allais dire, les mieux informés de toutes les transactions immobilières dans un secteur donné. Donc les notaires ont par exemple des bases de données qui sont relativement fiables. Les services de l'État et le service des domaines qui fait les évaluations pour les collectivités locales disposent également d'un certain nombre de données, mais les collectivités locales et notamment les communes, ont peu accès à ces données, ce qui effectivement rend assez difficile la prévision. Quand vous voulez aménager un secteur dans une commune, effectivement, vous avez des acquisitions à faire. Il faut savoir à quel prix vous allez les faire, comment est-ce que vous allez financer les routes pour desservir ces terrains. Donc tout ça reste assez difficile à estimer pour les communes, et du coup, ça freine les projets. Alors, on vient de le voir dans le reportage de Cécile Sixou. Une des propositions, c'est un moratoire de 5 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? En quoi ça consiste? Ce qu'on souhaite, c'est qu'effectivement, après
après l'adoption de la loi de finances pour 2014, qui a été battue à l'Assemblée nationale et qui va venir au Sénat, on va à nouveau changer les règles, notamment en matière de plus-value immobilière. Et ce qu'on souhaite, c'est qu'une fois qu'on aura modifié ces règles, eh bien, pendant 5 années, on garantisse à tous les acteurs du marché de l'immobilier une stabilité de ces règles fiscales. Parce que les changements perpétuels sont, à mon avis, une très mauvaise chose. Alors, essayons dans ce pays, effectivement, d'adopter des règles qui soient, je ne vais pas dire qu'ils fassent consensus, parce qu'en matière fiscale, les règles font rarement consensus, mais essayons effectivement de donner de la visibilité aux acteurs du marché, parce que sinon, on a des phénomènes de rétention. Mais un moratoire de 5 ans, ça veut dire quoi? On gèle les entrées d'argent pendant 5 ans? Non, non, pas du tout. On fixe les règles du jeu, appliquer effectivement les taxes à payer au moment où un appartement ou un terrain se vend, mais on ne change plus ces règles pendant 5 ans. Ça ne veut pas du tout dire qu'on exonère effectivement les propriétaires qui souhaiteraient vendre de ces taxes et impôts. Non, ce qu'il s'agit, c'est de fixer de nouvelles règles et de s'y tenir pendant 5 ans, que le gouvernement et le Parlement essayent effectivement de ne pas toucher à ce dispositif. Du coup, les administrés peuvent se dire que pendant 5 ans, leur taxe foncière va être au même niveau? Alors, c'est pas tant de la taxe foncière qu'il s'agit, parce que la taxe foncière, il y a une valeur locative. D'ailleurs, on espère que ces valeurs locatives seront réformées et révisées. Un grand chantier est engagé sur le sujet. Et sur ces valeurs locatives, il y a effectivement les décisions des collectivités locales qui votent des taux. Et ça donne la taxe d'habitation et l'impôt foncier, la taxe foncière. Mais là, on parle des plus-values que les gens ont à payer s'ils vendent une résidence secondaire, puisqu'il faut rappeler que les résidences principales sont exonérées. Et effectivement, sur ces ventes de résidences secondaires ou les ventes de terrains à bâtir, on a sans cesse changé les règles du jeu. Donc du coup, certains décident d'attendre encore plus longtemps avant de remettre sur le marché un bien, soit parce qu'ils se disent, bon, bah, la règle changera encore dans quelques temps, donc elle sera peut-être plus favorable et j'attends, soit les gens attendent eh bien, effectivement 22 ans ou 30 ans pour être exonérés de plus-value. C'est cela qui ne va pas et c'est cela qu'il faut effectivement réformer. Merci beaucoup Philippe Dallier d'avoir été l'invité de 24 heures Sénat. On a posé la question à notre partenaire du nouvelobs.com, l'endettement des communes. Eh bien, craignez-vous une augmentation des impôts locaux? Ils ont répondu oui à 90%, non à 8% sur 120 votants. Le président arménien a été reçu cet après-midi par Jean-Pierre Bel, le président du Sénat. L'occasion de souligner l'importance de la diplomatie parlementaire dans l'épineux dossier du Haut-Karabakh, une région majoritairement peuplée d'Arméniens, mais qui fait partie de l'Azerbaïdjan. On écoute le président du Sénat. Nous avons évoqué les dossiers qui intéressent les Arméniens, le Haut-Karabakh, où la situation est pour le moins bloquée, et le rôle que pourrait jouer la diplomatie parlementaire, les parlementaires, le Sénat, en permettant à la fois aux parlementaires d'Azerbaïdjan, mais aussi d'Arménie et de France de se retrouver. La diplomatie parlementaire peut parfois permettre, parce qu'elle est moins figée que la diplomatie d'État à État, de trouver quelques pistes. 24 heures Sénat, tout de suite le débat. Et on ouvre le débat de ce 24 heures Sénat consacré ce soir au projet de loi sur l'indépendance de l'audiovisuel. Avec nos invités ce soir, Françoise Cartron, bonsoir. Vous êtes sénatrice PS de la Gironde, et Jean-Pierre Leleu, sénateur UMP des Alpes-Maritimes. Merci bonsoir. À vous. Vous venez tout juste de quitter l'hémicycle où l'examen de ce texte se poursuit. Alors une des premières questions, je m'adresse à vous, Jean-Pierre Leleu, qui concerne l'indépendance. L'ancien système voulait que les présidents de Radio France et de France Télévisions, entre autres, soient nommés par le président de la République. Avec ce projet de loi, on change de système. Quel est, à vos yeux, le meilleur système ? Écoutez, l'indépendance, c'est un magnifique mot de la langue française. C'est un mot qui fait appel à la conscience intime, à l'honnêteté intellectuelle, à des valeurs très positives. Mais malheureusement, si je peux dire, on a tous, au fond de nous-mêmes, une position. Donc, accéder à une forme d'indépendance dans les structures, c'est un peu un rêve. Mais en tout cas, je pense que sur tous les bancs du Sénat et de l'Assemblée, tout le monde essaye d'y accéder. Je voudrais rappeler qu'avant, effectivement, lors de la loi de 2009, oui. Les présidents de chaînes et de sociétés audiovisuelles étaient nommés par le président de la République, ce qui mettait fin d'ailleurs à un système un peu hypocrite ensemble, puisque ça se passait en sous-main. Et je rappelle que ces personnes qui étaient nommées devaient être validées par le CSA, à la majorité de ses membres, et ne devaient pas être rejetées à plus des 3/5 des commissions du Parlement. C'était un système qui en valait d'autres. C'est comme les modes
de scrutin. On peut très bien modifier les modes de scrutin. C'est un espèce de système qu'on essaye de voir perfectionner. Je ne pense pas que le projet de loi actuel nous amène plus de sérénité sur l'indépendance. Et j'y reviendrai si vous le voulez bien. Françoise Cartron, Jean-Pierre Leleux vient de dire finalement avant le système était hypocrite. Quelle est votre position? Ah non, oui, le système était... le système était hypocrite... avant 2009, c'est ce qu'elle voulait dire Jean-Pierre Leleux. Avant 2009, mais en 2009, ça c'est sûr que le président Sarkozy a eu la franchise de dire c'est moi qui contrôle et c'est moi qui nomme. Voilà, donc, mais ça, ce n'était pas un progrès par rapport à la liberté et à l'indépendance. Et alors, bien sûr, notre collègue Leleux, il dit certes très très bien sur l'indépendance, mais regardons comment ça se passait. Et dans les auditions que l'on a menées, même si les personnes qui ont été nommées, on ne va pas leur faire des procès d'intention. Je pense qu'elles ont voulu assumer leurs charges en toute liberté, en toute indépendance. Mais elles nous ont dit, avec ce système de nomination, nous portions le poids du soupçon. Il y avait de la suspicion, de la gêne. Voilà. Et ça nous affaiblissait dans notre mission vis-à-vis de tous les chantiers qu'on avait à mener. Donc il faut en tenir compte et c'est pour ça que je crois que cette loi qui arrive et qui met une transparence totale et une indépendance totale va pouvoir libérer en particulier les présidents qui seront nommés et qui ne porteront pas cette espèce de péché originel qui les a beaucoup gênés. Ils nous l'ont dit au cours de l'exercice de leur mandat. Jean-Pierre Leleux, vous n'êtes pas convaincu? Je vois hocher de la tête. Non, parce qu'ils nous l'ont dit effectivement, il y a eu une gêne, mais pas une gêne par rapport au mode de leur désignation. C'est par rapport à un débat complètement archaïque qui s'était mené à l'époque, et ils s'étaient sentis au milieu d'un combat dont ils n'avaient que faire. Aujourd'hui, les 3 présidents de services audiovisuels ont remarquablement exercé leurs fonctions, même s'ils ont été nommés, en tout cas pour 2 d'entre 3, par le président Sarkozy. Mais aujourd'hui, que dire des nominations qui sont effectuées? Je ne voudrais pas vous faire de peine, ma chère Françoise Cartron, mais le président François Hollande a nommé il y a quelques semaines Olivier Schramek, président du CSA. Je n'oublie pas que ce monsieur, que j'admire en termes de compétences, parce que c'est un homme brillant, mais il a quand même été 5 ans directeur de cabinet de monsieur Lionel Jospin, ce qui laisse un léger doute sur son indépendance. C'est un homme de gauche, Olivier Schramek, ça remet en cause son indépendance, Françoise Cartron? Non, je ne crois pas que ça remette en cause... Surtout, ça ne remet pas en cause le fonctionnement et l'indépendance du CSA. Parce que certes, Olivier Schramek est nommé par le président de la République, mais il est nommé au sein d'un collège de 7 personnes, dont lui-même. Et les 6 autres vont être nommés en toute indépendance par les 2 commissions parlementaires du Sénat et de l'Assemblée nationale au 3/5e. Donc, à la fois le Parlement retrouve sa place, et comme on le comprend bien, au 3/5e, il faudra qu'il y ait consensus entre majorité et opposition. Donc, le péché de non-indépendance tombe, puisqu'il y aura 6 personnes totalement indépendante, et je ne vois pas comment le président du CSA pourrait faire acte d'autorité sur 6 personnes compétentes, indépendantes. Au contraire, il est obligé de passer à une gestion collégiale. Jean-Pierre Leleux, vous ne croyez pas à ce renforcement du contrôle parlementaire dans le nouveau texte? L'honnêteté de dire qu'il y a là, dans le projet gouvernemental, un geste qui consiste à faire adopter par les commissions parlementaires au 3/5e, ce qui veut dire qu'on associe l'opposition pour nommer les membres du CSA. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est un geste, mais je crains, parce qu'il faut se méfier des choses qui ont l'air vertueuses. Et après, leurs effets sont pervers. Alors quels sont-ils, ces effets pervers, hein? Non, mais ça risque, plutôt que de rendre de l'indépendance, de créer des conflits et des combats. C'est-à-dire, quel type de conflit? Parce que ça va se politiser. Parce que ça risque de se politiser. Ceci étant, je voudrais dire quand même qu'il y a un net recul sur l'ancien système, c'est que pour la nomination des présidents de chaîne, le Parlement n'a plus rien à dire, alors qu'avant, comme c'était le président de la République qui les nommait... C'était l'article 13 de la Constitution. Voilà, à ce moment-là, les commissions du Parlement avaient un mot à dire dans un refus éventuel au 3/5e. Aujourd'hui, une nomination par le CSA interdit constitutionnellement que le Parlement s'en mêle. Et ça, c'est dommage. Françoise Cartron, ça, c'est un recul des droits du Parlement? C'est pas un recul du Parlement, parce que le Parlement, lui, va nommer les 6 personnes qui elles-mêmes
nommeront après les présidents. Donc il n'y a pas de recul du Parlement et au contraire, je trouve que cette collégialité, alors Monsieur Le dit, mais il a des craintes par rapport au conflit qui pourrait naître. Ben, je crois que non, il va falloir que nous, les parlementaires, on prouve que l'intérêt supérieur nous permettra de nous réunir autour de personnes compétentes. Parce que qu'est-ce qui doit être en jeu là, dans la nomination des présidents de grandes chaînes? Ben, on doit faire le consensus sur une personne compétente qui porte un vrai projet, soit pour la radio publique, soit pour la télévision publique, et qui puisse donner un souffle à cet audiovisuel public qui parfois a été en grande difficulté. Donc je crois qu'on ne pourra que réfléchir et les commissions parlementaires auront à étudier le projet qui sera présenté par rapport aux nominations que nous pourrons faire. Et moi, je crois autre volet qui est abordé dans ce projet de loi, il y a l'indépendance donc vis-à-vis du politique, mais aussi l'indépendance financière avec le maintien de la publicité en journée pour France Télévisions. Ça, c'est acté, c'est une bonne chose? Ah ben, je crois que c'est une très bonne chose, parce qu'on a vu toutes les limites de ce qui nous était annoncé. Bon, alors, il y a eu plusieurs paramètres. Le fait que la crise est arrivée, donc les recettes publicitaires n'ont pas été à la hauteur de ce qui était estimé lorsque les choses ont été envisagées. Il y a aussi cette nécessité pour les chaînes d'avoir une espèce d'autonomie financière et de ne pas être dépendante des dotations de l'État qui étaient des compensations par rapport aux pertes de recettes. Donc je crois que l'audiovisuel public a un vrai souci de financement aujourd'hui. Et je crois que c'eût été très hasardeux d'aller plus loin dans la suppression de la publicité. Jean-Pierre Leleu, sur cette question d'un financement extérieur, donc du maintien de la publicité. Moi, au fond et intellectuellement, je suis partisan d'une télévision publique qui soit indépendante, justement, mais indépendante de tous les pouvoirs, y compris les pouvoirs économiques liés à la publicité. Si on veut vraiment être libre de faire de la télévision publique, il faut la rendre indépendante de cela et envisager, mais aujourd'hui, ça n'est pas d'actualité avec la crise, mais c'est seulement pour ça, envisager un financement en élargissant l'assiette de la redevance. Son assiette peut être élargie. Des supports peuvent être, qui aujourd'hui ne sont pas fiscalisés, peuvent le devenir à moindre coût, mais l'idéal serait quand même une télévision publique sans publicité, ce qui la rendrait libre de faire de la culture et de faire des émissions qui soient réellement d'intérêt public. Alors, autre mesure qui fait polémique dans ce projet de loi, eh bien, c'est que le CSA pourra bientôt autoriser le passage des chaînes du payant au gratuit, et ça pourrait profiter à LCI à Paris Première, deux chaînes, l'une qui appartient au groupe TF1, l'autre au groupe M6. Françoise Cartron, est-ce que c'est le gouvernement qui a cédé au chantage de Nonce Paolini, qui dit si on passe pas sur la TNT, on ferme la chaîne? Ah non, 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 il n'y a pas eu du tout de chantage, surtout que nous avons mis au Sénat des amendements pour encadrer cet éventuel passage. Et en particulier, nous recommandons, il y a un amendement qui j'espère sera voté, nous recommandons qu'il y ait une étude d'impact économique, parce que c'est bien ça qui se joue. Le rapport pour qu'on n'affaiblisse pas des chaînes qui aujourd'hui existent, sont sur un créneau et un marché, et que l'ouverture donc puisse les mettre en difficulté. Donc nous avons introduit que le CSA ne pourra donner un avis qu'après une étude d'impact. Et je reviens un mot sur ce qu'a dit M. Très rapidement, parce que le débat par rapport à cette télévision publique, moi aussi je rêve d'une télévision publique qui soit essentiellement sur fonds publics. Bien sûr, ça c'est le rêve. Sauf que, aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire derrière? Ça voudra dire augmenter la redevance, augmenter des impôts. On sait que les Français en ont marre, c'est le ras-le-bol fiscal. Voilà, donc... Merci à tous les deux d'avoir été les invités de ce 24h Sénat. C'est la fin de cette édition. À 22h, vous retrouvez Sonia Boinbroek. Bonne soirée et à demain.